Bon, je vous salue et on va reprendre notre enseignement. On s'est arrêté la semaine dernière au niveau des effets des contrats. Voilà, je vous remercie. Vous avez donc suivi de manière attentive. Alors, pour les effets des contrats, comme vous le savez, on l'a dit plusieurs fois, on le redit, les contrats ont pour effet de créer, modifier, éteindre ou éteindre des obligations. Donc, si vous voulez, la base, en fait, au départ, c'est que les parties recherchent un objectif déterminé à travers cette notion fondamentale qu'est le contrat. Eh bien, la question, effectivement, est de savoir quels sont les effets des contrats à l'égard des parties et quels sont les effets des contrats à l'égard des tiers. Voilà. Pour la première question, les effets des contrats à l'égard des parties, on a commencé la semaine dernière par évoquer les dispositions de l'article 230 qui nous dit que les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ce qui veut dire qu'en fait cet article pose le principe essentiel de la force obligatoire du contrat. C'est-à-dire qu'un contrat, lorsqu'il est signé, il tient lieu de loi. C'est pour ça, comme je l'ai dit auparavant, souvent dans le langage courant, on dit que le contrat, c'est la loi des parties, et c'est pour ça que ça devient une technique très importante, la maîtrise des aspects du contrat. Alors, quel est le champ d'application du principe de la force obligatoire du contrat? L'article 230 du Code civil que je viens d'évoquer nous dit que les obligations nées du contrat s'imposent aux parties avec une force égale à celle de la loi. Le problème qui peut se poser, c'est que parfois, nous avons quelques difficultés à interpréter le contrat, donc à saisir l'intention profonde des parties. Ce n'est pas toujours facile de connaître ce qu'a été l'intention réelle des parties. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, elle est liée à un cas spécifique, celui de la simulation. Alors, premier aspect de cette difficulté, dans le cadre du champ d'application du principe de la force obligatoire du contrat, l'interprétation des contrats. Alors, pourquoi il est important d'en parler? Bien parce qu'il est essentiel pour nous de savoir que quand les contractants à un contrat s'engagent, ils s'engagent avec une intention. On a parlé de la cause, on a parlé de l'objet, donc il y a un objectif recherché par chacune des parties dans un contrat. Mais parfois, il arrive que le contrat soit ambigu ou soit obscur, ou que le contrat comporte des lacunes, de sorte qu'il y a une incertitude quant à la volonté des parties, et c'est là où il y a matière à interprétation. En principe, l'interprétation est assurée par les tribunaux. Encore faut-il savoir, suivant quelles règles les tribunaux vont devoir procéder à cette interprétation. Ça veut dire quelles sont les bases, quels sont les pouvoirs respectifs, aussi bien du juge du fond que des juges de la Cour de cassation. Parce que vous le savez, la finalité, en fin de compte, lorsque vous signez un contrat, il y a un litige à propos d'un terme juridique, d'une compréhension de ce terme juridique. Si les parties ne sont pas d'accord dans le cadre d'une négociation normale ou d'une discussion normale, ils seront obligés de se référer, s'adresser aux tribunaux. Les tribunaux, nous avons les tribunaux, ce qu'on appelle les juges du fond, tribunaux de première instance et de cour d'appel, premier degré, deuxième degré, et nous avons
la Cour de cassation, comme je l'ai évoqué lors de l'introduction, qui, elle, a une mission autre, celle de vérifier la conformité des jugements et des décisions par rapport au droit. Donc, quelles sont les règles d'interprétation d'un contrat du point de vue des juges du fond? Parce que le juge, en principe, doit appliquer le contrat, ça c'est la base. Si le contrat est obscur ou si le contrat est imprécis, il a le pouvoir d'interpréter en recherchant l'intention, la volonté réelle des parties. C'est-à-dire que le contrat, lorsqu'il est établi, le juge est tenu par ce contrat. Il doit en respecter le contenu. Mais si le contrat est confus, si le contrat est obscur, on est obligé de donner ce pouvoir au juge qui doit l'interpréter en prenant en considération, en s'inspirant des notions d'équité et de bonne foi. Alors le principe qui est posé par le code, par le DAIR, formant code des obligations et contrats, par l'essentiel des droits comparés, ce n'est pas que le droit marocain, c'est qu'il faut que le juge recherche la volonté des parties. C'est ça l'objectif numéro 1. L'article 462 nous dit, du DOC, lorsqu'il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été la volonté des parties sans s'arrêter au sens littéral des termes ou la construction des phrases. Donc, en fait, cet article, qu'est-ce qu'il fait? Il est une consécration du principe de l'autonomie de la volonté. Ça veut dire ce qui a été dit importe peu, ce qui compte, c'est ce qui a été voulu. Ça veut dire quel a été l'objectif des parties lorsqu'ils ont décidé de signer ce contrat. Ça veut dire qu'en réalité, le juge, par sa disposition, a une mission, celle de rechercher la psychologie du contrat. On peut parler de psychologie du contrat. Mais l'article 461 d'ajouter, lorsque les termes de l'acte sont formels, il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur. Donc si le contrat est clair, il n'y a pas de discussion. Ça veut dire pourquoi on va interpréter un contrat. Dans ce cadre-là, toute tentative d'interprétation constituerait une atteinte à la volonté commune des parties. Donc le principe, le juge est tenu par le contrat, il ne doit pas essayer de l'interpréter si les termes sont clairs. Mais ce principe souffre de quelques exceptions. C'est le cas où le juge n'arrive pas à déceler la commune intention des parties. Là, le législateur ne le laisse pas libre. Il lui propose quelques voies ou quelques règles d'interprétation. Alors, c'est à titre d'exemple pour que vous compreniez l'enjeu lors de la rédaction des contrats. Parce que parfois, vous avez des gens, ils disent contrat de travail. Et se dit, ben, je signais un contrat de travail. Mais la rédaction de ce contrat ne laisse rien apparaître d'un contrat de travail. Ça veut dire que l'une des parties peut s'adresser au tribunal. Et pour donner un exemple d'une personne qui a signé un contrat intitulé « contrat de travail » avec une entreprise. Simplement, dans le contrat, il a été dit la chose suivante, que ce monsieur, le salarié, le supposé salarié, va travailler au service d'entreprise et que, à titre de salaire, il reçoit une commission de l'ordre de 25%, qu'il va consacrer tout son temps au service de l'entreprise. Eh bien, un litige et résiliation du contrat. Le salarié avait le choix. Théoriquement, au vu de l'intitulé, il doit s'adresser au tribunal social pour dire « je réclame les dommages et intérêts ». Lui, particulièrement, dans cette affaire, s'est adressé au tribunal de commerce. Il a fait une action considérant qu'il n'est pas salarié, mais qu'il est associé. Alors effectivement,
pour l'entreprise, c'est surprenant. Il ne peut pas être mon associé parce qu'il a un salaire et tout son temps, il est sous mes commandes et ma subordination. Qu'est-ce que c'est que les caractéristiques du contrat? C'est effectivement qu'il soit sous mes ordres. Le salarié a un autre point de vue. Il dit effectivement, je travaille au sein de l'entreprise, je réserve tout mon temps au service de l'entreprise. Mais l'un des éléments essentiels du contrat de travail, c'est le salaire, la subordination économique. Parce qu'on parle de subordination, elle a deux visages, deux aspects. Subordination juridique et subordination économique. D'autant plus quand vous allez décortiquer les éléments du contrat de société, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la validité du contrat de société est subordonnée à certaines conditions, notamment pluralité d'associés, la mise en commun d'apports, partage des bénéfices et des pertes, et l'affectio societatis. Donc ça veut dire la volonté de participer. Or, nous dit ce salarié, il le dit devant le tribunal, moi, j'ai effectué un apport, et mon apport, c'est mon travail, c'est ce qu'on appelle l'apport en industrie. J'assume ma part des pertes, et le cas échéant, j'assume aussi les bénéfices, partage des bénéfices et des pertes. Je consacre tout mon temps, donc j'ai exprimé la volonté de participer. Dans ces conditions-là, je ne suis pas dans le cadre d'un contrat de travail, je suis dans le cadre d'un contrat de société. Et effectivement, le tribunal qui a dû trancher cette affaire est allé dans le sens de cette demande, considérant qu'effectivement, il y avait toutes les conditions d'un contrat de travail et non pas d'un contrat de société. Donc vous voyez quand même la gravité. Ça veut dire que quand on parle d'interprétation, ce ne sont pas des termes creux. Effectivement, le juge doit rechercher la volonté des parties. Effectivement. Mais à condition qu'on lui en donne les moyens. Parce que si les termes sont trop d'ordre général, sont flasques, et c'est des termes mous, effectivement, il y a toujours lieu à interprétation. Et on peut citer plusieurs exemples. Simplement, retenez quand même que l'intitulé joue un rôle essentiel, mais n'est pas déterminant. Parce qu'on peut toujours faire ce qu'on appelle en droit la requalification du contrat. Je peux toujours demander la requalification du contrat. Encore, dans les contrats très actuels ou d'actualité au niveau de Marrakech, vous entendez toujours parler des contrats de gérance libre. Tout le monde fait des contrats de gérance libre. Parce que le contrat de gérance libre pour un hôtel ou pour un restaurant, par exemple, a l'avantage, effectivement, de protéger le bailleur et de lui laisser la propriété du fonds de commerce. Parce que quand vous êtes détenteur ou propriétaire du fonds de commerce, vous êtes en position très forte et, le cas échéant, en cas de résiliation, le bailleur est obligé de vous donner des dommages et intérêts assez lourds. C'est pour cela qu'on a adopté cette technique juridique, qui est d'ailleurs prévue par le législateur. Au départ, ça ne l'était pas, mais avec la pratique, on l'a adoptée, qui est la gestion libre. Donc, on conclut un contrat de gestion libre. Mais très souvent, si on apporte la preuve qu'au démarrage de ce contrat, il n'y avait pas de fonds, le bénéficiaire du contrat de gérance libre vous dit « J'ai signé un contrat intitulé « Contrat de gestion libre », mais en réalité, c'est un contrat de bail commercial. Je suis propriétaire du fonds de commerce que j'ai créé. Je vous demande, monsieur le juge ou le tribunal, de requalifier le contrat. » Donc, vous voyez que ce n'est pas définitif. Et c'est pour ça que le législateur, dans le Code, a mis en place des dispositions qui permettent, effectivement, d'aider le juge à trouver le sens vrai d'un contrat. Parmi ces règles, juste à titre d'exemple, l'article 464 du DOC qui nous dit « Les causes des actes doivent être interprétées les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. » C'est l'article 464. C'est-à-dire, lorsque nous avons une clause qui est obscure, il convient, pour en découvrir le sens, de prendre en considération l'ensemble du contrat. Ça veut dire que
les contrats doivent se compléter, les clauses doivent se compléter pour donner un sens à l'ensemble du contrat. Cependant, lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, ce qui arrive, on s'en tient à la dernière dans l'ordre de l'écriture, nous dit l'article 464 in fine. Une deuxième règle, toujours à titre d'illustration et d'exemple, elle est issue de l'article 465 du DOC, qui nous dit, dans ces termes, lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en aurait aucun. Autrement dit, s'il apparaît qu'une clause est nulle si on lui donne un sens valable que si on lui en donne un autre, mieux vaut adopter la seconde interprétation. Ça, c'est une deuxième règle également qui peut aider à résoudre les problèmes qui peuvent intervenir. Une troisième règle, toujours à titre d'illustration, elle est issue de l'article 473, qui nous dit, dans le doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable à l'obligé. C'est en matière, par exemple, l'obligé, c'est le débiteur. Par exemple, vous prenez le chèque. Parfois, sur le chèque, vous remplissez en chiffres et en lettres. Et parfois, il y a une contradiction. Eh bien, quel est le montant valable? Ben, on prend en considération le moindre. C'est en faveur de l'obligé. En d'autres termes, si le contrat est obscur et qu'il est susceptible de deux interprétations, il faut retenir l'interprétation la plus favorable au débiteur. Règle numéro 4, issue de l'article 463, qui nous dit on doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où l'acte a été fait et qui résulte de sa nature. C'est-à-dire que là, on fait référence aux usages. Parce que vous savez, quand on a parlé des usages, je vous avais dit que les usages sont essentiels. Et d'ailleurs, en matière commerciale, les usages commerciaux et d'affaires sont supérieurs à la loi civile. Si vous prenez par exemple les usages qu'on va étudier plus tard, les incoterms, dans le cadre des ventes internationales, il n'y a pas de texte écrit au Maroc ou dans n'importe quel pays, il y a des usages internationaux et c'est le fondement, ce sont ces termes, si vous voulez, définis, synthétisés par la Chambre de commerce international qu'on prend en considération. Donc l'usage est essentiel. Alors ici, on donne un sens important à l'usage qui permet au juge, si vous voulez, de résoudre le problème d'interprétation. Alors, maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est qu'en l'absence d'une volonté décelable, d'une loi ou d'un usage supplétif que le juge fera appel au principe d'équité et de bonne foi pour interpréter un contrat. Quel est le pouvoir du juge du fond et celui de la cassation? Parce que vous savez, la cassation, c'est le dernier degré de juridiction au Maroc. Il y a un principe en vertu duquel le juge de la Cour de cassation ne juge que le droit. Donc il ne va pas rentrer dans les faits. Les faits relèvent du juge du fond. Donc le principe, c'est que le juge est libre d'interpréter. Le juge de la cassation ne fait que contrôler. Cependant, il arrive parfois que pour un contrat, il ne peut pas rentrer dans les faits. Il arrive parfois pour un contrat qui donne l'apparence des mêmes termes, en fait, les parties ont recherché autre chose. C'est pour cela que le juge du fond a la possibilité d'interpréter en se basant sur les faits, et le juge de la cassation ne se base que sur le droit. Donc c'est la compétence exclusive des juges du fond sur ce domaine-là, qui connaît quelques exceptions. D'abord, la Cour de cassation se reconnaît le droit
de contrôler la qualification donnée au contrat, car là il s'agit d'une question de droit. Par exemple, qualifier de contrat de vente ce qui en réalité est un contrat de prêt peut avoir des effets juridiques qui sont différents. Donc au niveau de la qualification, la Cour de cassation peut s'interposer. En second lieu, la Cour de cassation se reconnaît le pouvoir de censurer les décisions des juges du fond lorsque ceux-ci ont dénaturé une clause claire et précise, s'éloignant ainsi de la volonté des parties. Voilà pour cet aspect des choses au niveau de l'interprétation. J'ai tenu à vous présenter ces aspects-là et ça vous permet en fait de comprendre l'enjeu lors de la rédaction de certains contrats. Deuxième cas de figure, j'ai parlé de la simulation. Alors la simulation, c'est quoi? C'est un procédé juridique neutre qui consiste à créer une fausse apparence afin de dissimuler la réalité. C'est-à-dire qu'il y aura un acte apparent qu'on appelle l'acte ostensible, contredit totalement ou partiellement par un acte secret qu'on appelle contre-lettre. Alors, exemple, il y a plusieurs formes de simulation. Premièrement, le contrat fictif. Contrat fictif, c'est-à-dire le cas d'un débiteur qui est menacé de saisie et qui vend son appartement à un ami, ou même parfois à sa femme dans le cadre de la séparation des biens. La contre-lettre précise que le soi-disant vendeur est propriétaire. Donc la contre-lettre prive de toute substance l'acte apparent. C'est-à-dire qu'il y a une vente, mais derrière, on va faire un autre acte précisant qu'il en est propriétaire. Donc c'est un acte fictif. Il y a le contrat déguisé. Et ce déguisement, il peut être soit total, lorsqu'il porte sur la nature du contrat, un acte de vente dissimule un acte de donation. Ça, c'est le premier cas. Il peut être partiel lorsqu'il ne porte que sur les conditions du contrat. Le prix officiel est différent du prix réel. Troisième cas de figure de la simulation, l'interposition des personnes. Par exemple, une personne qui ne veut pas apparaître au contrat le fait conclure par une autre personne. La contre-lettre précise que cette dernière n'a agi que comme représentante de la première. Alors, dans les trois cas qu'on vient de voir, quels sont les effets de la simulation? Le principe de l'autonomie de la volonté impose de n'attacher d'efficacité qu'à l'acte secret, le seul qui révèle la volonté profonde des parties. Mais, dans la logique des choses, on ne peut pas refuser toute efficacité à la situation apparente. Il y a ici, si vous voulez, on est bloqué par les dispositions de l'article 22 du DOC, qui retient, lui, des solutions différentes selon qu'on examine les relations des parties ou la situation des tiers. Alors, la situation des parties, les rapports des parties, le principe qui est posé par l'article 22 est l'efficacité de l'acte secret. Il n'y a point lieu de tenir compte de l'acte apparent puisqu'il n'est pas du tout le reflet de ce que les parties ont voulu vraiment. L'article 22 nous dit « Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. » Donc, entre les parties contractantes, d'ailleurs, ceci, c'est une tendance générale, parce que vous voyez, par exemple, on le verra dans le cadre des oppositions ou de l'inopposabilité, on le verra, entre les parties, il y a toujours moyen de trouver effet à un quelconque contrat, même non publié. Par exemple, si, sous l'apparence d'une vente, était dissimulée une donation, le vendeur, dans ce cas précis,
ne pourra pas exiger le paiement du prix, parce que la contre-lettre est valable. Article 22. Ça veut dire la contre-lettre a une certaine efficacité à partir du moment où on respecte les conditions aussi. Parce qu'il ne faut pas que ce soit du n'importe quoi non plus. Comment on établit la preuve? Eh bien, le principe posé par le DOC, c'est que la preuve de la simulation pèse sur celui qui l'invoque. Sur celui qui l'invoque. Voici pour les parties. Quelle est la situation des tiers? L'article 22 nous dit, du DOC, les contre-lettres ne peuvent être opposées aux tiers s'ils n'en ont eu connaissance. S'ils n'ont pas eu connaissance de ces contre-lettres. Qui sont les tiers? De quels tiers il s'agit? De toute façon, les tiers, c'est les autres. Mais les autres, il faut éliminer les ayants cause universels et à titre universel. Parce que les ayants cause universels ou à titre universel des parties contractantes sont assimilés aux parties. Les héritiers qui ont hérité tout ou partie du patrimoine d'un défunt. Donc, les ayants cause universels ou à titre universel sont soumis aux règles, aux mêmes règles que les parties. Les seuls tiers dont la situation est à considérer sont les ayants cause à titre particulier et les créanciers chirographaires de l'un ou l'autre des parties contractantes. L'article 22 dispose dans ce sens que ne peuvent être opposés aux tiers, ce qui signifie qu'on ne peut pas opposer au tiers une contre-lettre qui leur est préjudiciable. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas dire, par exemple, vous allez cacher que vous avez fait une donation à quelqu'un par un contrat de vente. Si les tiers ont subi un préjudice du fait de la contre-lettre, ils ne sont pas obligés de reconnaître le contenu. Et l'article 22 nous dit ne peuvent être opposés aux tiers. Donc, ça veut dire que l'article ou le texte ne leur interdit pas d'invoquer une contre-lettre qui leur est favorable. Ça veut dire c'est au choix. C'est le tiers qui a la possibilité de choisir. Si sa disposition lui est favorable, il peut l'utiliser. S'il lui est préjudiciable et contraire à ses intérêts, il peut la rejeter. Quelle est la portée du principe de la force obligatoire du contrat? Quelle est la portée? Deux choses. Premièrement, le contrat est irrévocable et son contenu ne peut être modifié. Une fois qu'un contrat est signé, il y a deux conséquences. Le contrat est irrévocable, le contrat ne peut être modifié. Sur le premier point, contrat irrévocable, ici, on découvre réellement l'aspect fondamental, si vous voulez, du principe de la force obligatoire du contrat, qui a pour corollaire l'impossibilité de se dégager unilatéralement du lien contractuel. Qu'est-ce qui permet de se dégager de ce lien contractuel? C'est le consentement mutuel des parties qui peuvent eux-mêmes décider de se défaire du contrat. Il y a eu un accord au départ, il doit y avoir un accord à l'arrivée. Donc, en principe, l'une des parties ne peut pas anéantir toute seule son engagement. Le contrat est irrévocable. Une fois qu'il est signé, il est irrévocable. Par exception, la révocation unilatérale est possible lorsqu'elle a été prévue par la Convention. Parfois, dans la Convention, on indique que l'une des parties peut procéder à cette résiliation du contrat. Pour les contrats successifs à durée indéterminée, parce que ici, le contrat à durée indéterminée, il ne va pas être à l'infini et de manière indéfinie. Ce serait une forme d'esclavage. Donc c'est pour cela que l'une des parties peut à tout moment rompre le contrat sous réserve d'un préavis. Une brusque cessation des contrats entraînera la condamnation aux dommages et intérêts. C'est-à-dire qu'il y a toujours un préavis à donner. D'ailleurs, très souvent, on me pose la question sur le contrat à durée déterminée,
qui est reconduit tacitement. En général, sauf si le contrat le prévoit et qu'il dit que le renouvellement se fait période par période, donc année par année par exemple, le contrat il devient à durée indéterminée et dans ce cas, la résiliation, on peut y mettre fin par un préavis. Donc si vous voulez, le contrat est irrévocable, c'est le principe. Deuxième aspect, le contrat ne peut pas être modifié et cette règle, si vous voulez, oblige les parties et l'oblige aussi le législateur. Alors pour les parties, comme je viens de le dire, elles sont liées par la Convention. Elles ne peuvent modifier ce contrat que par consentement mutuel. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se réunissent et qu'ils disent on veut modifier le contrat. Bon, j'ai évoqué lors de notre dernière rencontre la question des contrats successifs, ça veut dire les contrats qui s'échelonnent de devenir déséquilibrés. Donc les contractants peuvent avoir inséré dans leur contrat des clauses de révision qui peuvent jouer lors des conditions économiques prévues par la clause, si ces conditions économiques sont réunies. C'est ce qu'on appelle les clauses d'indexation. L'objectif des clauses d'indexation est de protéger le créancier contre les risques d'érosion monétaire, mais aussi si la construction d'indices est suffisamment claire, suffisamment précise et fine contre les risques de perturbation des prix de revient du fournisseur. Donc, si vous voulez, sauf dans ce cas précis, ça veut dire si vous avez prévu une clause d'indexation, on ne peut pas modifier les termes du contrat, même quand c'est préjudiciable. Si vous vous engagez à fournir, à construire, à délivrer, à livrer, à mettre à disposition, vous devez respecter les termes de votre engagement. Pour le juge, l'article 128 du DOC nous dit « Le juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce s'il ne résulte de la Convention ou de la loi. » Ça veut dire que le juge est tenu de respecter le contrat, il ne peut pas accorder de délai, surtout en matière d'affaires. Surtout en matière d'affaires. Donc, le juge est tenu par les termes du contrat. Maintenant, la question peut se poser de savoir est-ce que le contractant qui est victime d'une évolution économique défavorable pourrait, faute d'accord amiable, obtenir la révision du contrat en justice. Ça veut dire que c'est le problème de l'imprévision, c'est ce qu'on appelle la question d'imprévision en matière de contrat. Alors, il se peut que l'une des parties sollicite la révision du contrat près du tribunal à cause d'événements imprévisibles. L'article 128, ici, nous apporte une réponse négative. Et il nous dit, c'est non. Il ne peut pas, sauf exception. Et il donne quelques dispositions, notamment de l'article 243, qui nous dit les juges peuvent, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état. Mais ça reste exceptionnel. Enfin, le législateur, et là, on a très vite compris que pour le législateur, une nouvelle loi ne peut pas changer les obligations contractuelles qui s'en est antérieurement. Parce que, comme vous le savez, la Constitution marocaine a posé comme principe constitutionnel le principe de la non-rétroactivité des lois qui s'impose aussi bien aux juges qu'aux législateurs. Exception, et par exception, certaines lois ont un effet rétroactif. Il s'agit notamment des lois impératives ou des lois pénales les plus douces et les lois de procédure et de compétence. C'est la petite exception qu'il fallait quand même que je cite. Alors, on en arrive à se poser la question sur la sanction du principe de la force obligatoire. Vous êtes engagé dans un contrat, vous avez signé le contrat, vous vous êtes engagé, mais malgré tout, vous ne respectez pas les termes du contrat. Vous ne respectez pas ce principe de la force obligatoire. Donc, l'une des parties n'exécute pas, ne respecte pas les obligations qui pèsent sur elle. Alors, nous avons deux cas de figure. Il y a le premier cas qui est le fruit d'une exécution non fautive. La personne n'a pas exécuté les obligations qui pèsent sur elle,
mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas voulu, ce n'est pas recherché. Donc, soit il s'agit d'une inexécution non fautive, soit il s'agira d'une inexécution fautive. Alors, dans le premier cas, il peut y avoir parfois des circonstances où l'inexécution ne saurait être considérée comme fautive étant liée à un cas d'événement de force majeure ou à la méconnaissance de ses obligations par le co-contractant. Premier cas, le cas de force majeure ou un événement externe. Alors, il se peut que l'une des parties se retrouve dans l'impossibilité de respecter ou d'exécuter les obligations qui pèsent sur elle pour cause de circonstances externes. Par exemple, vous vendez un immeuble, par la suite, il prend un incendie, ou il y a un séisme. Donc, dans ce cas, où vous louez, si vous louez un immeuble et que cet immeuble tombe sous le coup d'un cas de force majeure grave, la question est de savoir est-ce que le locataire va continuer à payer, parce qu'il existe un contrat. Bien évidemment, ici, la réponse va reposer sur la notion de cause qu'on a vue. Dans un contrat synalagmatique, chacun ne s'engage que pour obtenir de son co-contractant l'exécution de son obligation. Si cette obligation s'avère impossible, l'obligation du débiteur n'a plus de contrepartie et, faute d'être causée, elle est anéantie. C'est-à-dire que dans le contrat translatif de propriété, par exemple, il faut voir si, au moment où on veut transférer ce bien, d'abord, au moment de l'événement, qui en est le propriétaire. Je vous avais donné l'exemple la dernière fois. Donc, lorsque la chose est détruite, le transfert de propriété, est-ce qu'il a déjà eu lieu ou non? Parce que si elle est détruite entre les mains du vendeur, l'acheteur n'assume aucune responsabilité et donc ne sera pas engagé à payer le prix. Et c'est pour cela que ces règles qui ne sont pas d'ordre public, en fait, elles peuvent être aménagées. Il est possible, par contrat, de déroger et même de dissocier le transfert de propriété à celui des risques. Alors, il y a un navire de transport qui a ramené des verres de Belgique et en fait, l'achat a été fait de telle sorte, nous verrons dans le détail selon quelle technique, que le transfert de propriété a eu lieu déjà à la livraison au port du vendeur. Mais en cours de route vers Casablanca, il y avait un vent force 7 ou 8 qui a endommagé la marchandise. Et effectivement, là, la responsabilité était de savoir est-ce que le transporteur a respecté ses obligations, est-ce qu'il y a lieu à dommages et intérêts. Le transporteur s'est caché derrière l'événement ou le cas de force majeure en disant il y avait un vent force 8 qui faisait que de toute façon, je ne pouvais pas assurer la sécurité de la marchandise. Mais le tribunal de Casablanca a répondu à la question en disant non, c'était prévisible. Ce n'est pas un vrai cas de force majeure parce qu'avant de prendre la route, il était possible, grâce aux techniques et aux services météo, de savoir quels sont les risques. Donc, il a été condamné à verser dommages et intérêts. C'est pour ça que je dis que cette question de dommages, de cas de force majeure, il faut que soient réunies les conditions du cas de force majeure. Ça veut dire qu'il faut que ce soit imprévisible et insurmontable. Imprévisible et insurmontable. Il y a le cas de l'inexécution qui est lié à la méconnaissance de ses obligations par le co-contractant. Alors, si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui pèsent sur elle, l'autre partie est en droit de refuser aussi les obligations qui sont à sa charge. C'est-à-dire qu'à la demande d'exécution par son partenaire, il répondra en évoquant l'exception d'inexécution. Je ne paie pas la marchandise que je n'ai pas reçue. Ça s'appelle, en droit, l'exception d'inexécution. Donc, pour que cette notion d'exception d'inexécution puisse être invoquée, il faut qu'il y ait une inexécution totale ou partielle, mais suffisamment importante de l'obligation principale par l'une des parties, parce que ici, la bonne foi postule tolérance, une certaine tolérance du créancier.
qu'il s'agisse d'obligations réciproques soient toutes deux arrivées à échéance. Parce que vous n'avez pas en droit de dire moi, en tant qu'acheteur, je reçois la marchandise. Le vendeur ne peut pas se cacher derrière le paiement du prix. Donc, selon la nature du contrat. Il n'est pas nécessaire que celui qui invoque l'exception ait préalablement mis son débiteur en demeure en vertu de l'article 256 du DOC, quoique nous verrons plus tard que la mise en demeure est utile parce qu'elle permet le calcul des dommages et intérêts. C'est très important aussi. Quelles sont les offres, les possibilités qui s'offrent à celui qui souffre d'une inexécution? Eh bien, deux choses. Soit il peut forcer le débiteur à exécuter les obligations, soit il peut demander la résolution du contrat avec une condamnation au versement des dommages et intérêts. D'accord? Donc, en cas d'inexécution, on peut soit demander la résolution du contrat, soit l'exécution du contrat. Là, il s'agit d'une exécution non fautive. Mais il arrive que l'inexécution soit voulue, recherchée, et elle est fautive. Alors, dès lors que le débiteur n'exécute pas les obligations à sa charge de manière volontaire et voulue, là, effectivement, le créancier est en droit de demander la résolution du contrat augmentée des dommages et intérêts qui lui assurent, faute d'exécution en nature, une satisfaction par équivalent. Alors, pour ce qui concerne la résolution du contrat, c'est quoi la résolution? C'est l'anéantissement du contrat. Ça veut dire, en fait, c'est l'anéantissement du contrat pour une exécution. Elle a les mêmes effets que celle qu'on a vue pour la nullité. Alors, il y a des contrats dans le cadre desquels on ne peut pas envisager la rétroactivité. Mais en règle générale, pour les contrats instantanés, il est possible de revenir à la case départ. C'est l'anéantissement rétroactif du contrat, exception faite des contrats successifs. Alors, pour pouvoir bénéficier ou demander la résolution du contrat ou la résolution, trois conditions doivent être réunies. Un contrat synallagmatique, une inexécution totale ou du moins suffisamment importante, peu importe qu'elle soit fautive ou non. Cependant, si elle est due à un cas de force majeure, il ne s'agit plus d'un problème de résolution, mais d'application de la théorie des risques. Et enfin, troisième condition, elle est importante, c'est l'intervention du juge. L'article 259. C'est-à-dire que parfois les parties insèrent dans le contrat une clause de résolutoire de manière expresse. Alors, c'est-à-dire dans ce cas, en cas d'inexécution par l'une des parties, cela entraîne la résolution de plein droit. Bien, dans la pratique, malgré l'insertion de cette clause, on se trouve obligé de s'adresser au juge qui, en fait, dans ce cas, ne va faire que constater, confirmer et donner toute sa force à la clause. Il est difficile d'envisager la résolution expresse exécutée spontanément. C'est-à-dire qu'il y a toujours nécessité de s'adresser au juge, donc l'intervention du juge est essentielle, aussi bien dans les contrats sans clause résolutoire et de manière de plein droit, que pour le reste. Il y a aussi, quand vous vous engagez dans un contrat, outre la résolution, il y a ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle. Alors, le créancier ne peut pas obtenir de son débiteur l'exécution en nature du contrat, il va se tourner vers la demande de dommages et intérêts. C'est-à-dire que l'exécution par équivalent, et là je fais référence aux articles 254 à 267 du DOC. Il arrive parfois aussi que les parties aient aménagé par voie conventionnelle leur responsabilité contractuelle, ce qui est souvent le cas dans les contrats d'affaires. On envisage, c'est-à-dire il y a deux cas, soit le cas où on n'a rien prévu, et là on fait application des règles de responsabilité contractuelle, des règles légales. Alors, parmi ces règles, il faut que j'évoque les conditions, et les conditions pour qu'on puisse demander dommages et intérêts pour l'inexécution d'un contrat,
c'est d'abord le dommage. Pour pouvoir obtenir réparation, le créancier victime d'une exécution doit justifier d'un dommage. L'article 263 nous parle de l'origine d'une exécution. Donc, si vous voulez, c'est le défaut d'une exécution qui donne lieu à l'octroi de dommages et intérêts. Parce que le dommage, ça veut dire que je dois prouver ce que j'ai subi comme dommage. Une personne se présente auprès d'une société de transport qui devrait assurer le transport vers une destination quelconque. Le transporteur ne respecte pas son engagement. Il y a lieu à dommages et intérêts. Vous ne pourrez pas l'obliger, parce que le transport, c'est dans le temps. C'est-à-dire c'est précis. Je ne vais pas attendre que le tribunal décide pour qu'il me transporte. Donc là, on s'oriente très vite vers le versement de dommages et intérêts. Alors, le dommage, première condition, parce que le dommage, il peut être justifié soit par l'inexécution, soit par le retard dans l'inexécution. Tous ces deux justifient l'attribution de dommages et intérêts. Très bien. Donc, le dommage, comment je vais justifier le dommage? Bien, en réalité, dans la pratique, les tribunaux justifient le dommage par l'inexécution. Après, vous pourrez bien sûr développer. Ça veut dire que vous pourrez toujours dire oui parce que j'avais un rendez-vous pour passer un examen, oui parce que j'avais un rendez-vous important d'affaires pour conclure un contrat, et vous pourrez toujours développer. Mais en réalité, dans la pratique, les dommages ou le dommage sont justifiés par l'inexécution ou le retard dans l'inexécution. Dans l'exécution, pardon. Après la faute, donc dommage, préjudice, et la faute. L'inexécution fautive des obligations par l'une des parties à un contrat justifie la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle. Maintenant, il faut établir la faute. Et la faute, c'est quoi? Dans le cadre du contrat, l'inexécution de l'obligation qui pèse sur le débiteur. Donc, en réalité, dans la pratique, la faute est présumée. La faute est présumée. Ça veut dire que le débiteur ne peut pas s'exonérer en disant je n'ai pas commis de faute. Non, la faute est présumée. Et la présomption tombe ou ne tombe que dans le cas de la force majeure. Le fait d'un tiers également, présentant les mêmes caractères d'imprévisibilité et d'inévitabilité que la force majeure. Donc, ici, il faut quand même que je vous explique un point important en matière d'inexécution, parce que quand on dit l'inexécution entraîne l'ouverture à droit ou dommages et intérêts, en réalité, il faut quand même distinguer entre les obligations de moyens et les obligations de résultat. Par exemple, si vous allez voir un médecin, l'obligation qui pèse sur lui, c'est de quelle nature? C'est une obligation de moyens. C'est une obligation de moyens. Quand vous allez voir un entrepreneur pour construire une maison ou une villa, c'est une obligation de résultat. Donc, en fait, il faut analyser en fonction de la nature du contrat. Pour les contrats, ça veut dire qui ont pour base une obligation de moyens, le débiteur est exonéré à partir du moment où il apporte la preuve qu'il a mis tout en œuvre pour respecter son engagement. Par exemple, l'avocat. L'avocat perd un procès. Est-ce qu'on peut engager sa responsabilité contractuelle? Parce que le travail de l'avocat, c'est aussi l'approfondissement d'un contrat. Il est d'accord. Donc, il perd un procès. C'est une obligation de moyens à partir du moment où il prouve qu'il a mis tout en œuvre pour réussir son procès. Le médecin, la même chose. Il est exonéré à partir du moment où il prouve qu'il a mis tout en œuvre pour aboutir à un bon résultat. Mais lorsqu'il s'agit d'obligation de résultat, l'inexécution, elle est claire, la faute est présumée. Donc, dans le premier cas, obligation de moyens, on doit nous-mêmes prouver la faute. Dans le cas de l'obligation de résultat, la faute est présumée. Et dans tous les cas, il y a lieu à envoyer une mise en demeure, parce que la condamnation du débiteur doit avoir été précédée d'une mise en demeure. Et la mise en demeure, c'est quoi? C'est aviser le débiteur. Il est avisé le débiteur de le mettre en demeure d'exécuter et de l'informer effectivement que vous avez l'intention de demander des dommages et intérêts. Cette requête est fondamentale pour le calcul des dommages et intérêts. Et en général, les juges
qui ont à traiter cette question, lorsqu'ils déterminent la faute, le préjudice, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste effectivement à déterminer le montant des dommages et intérêts. De dire, bon, voilà, il y a des préjudices ou un préjudice qui a été subi par le bénéficiaire de cette obligation, le débiteur n'ayant pas respecté ses engagements, là, effectivement, on va évaluer les dommages et intérêts pour une condamnation en fonction de l'importance, bien sûr, du dossier. Il convient ici de préciser une chose, le juge ne peut pas allouer des dommages et intérêts au-delà du chiffre que le demandeur a indiqué dans ses conclusions. Sinon, le juge statuera au-delà de la demande et dans ce cas, le jugement est annulable. D'accord? Donc il y a l'aménagement légal, il y a l'aménagement conventionnel de la responsabilité contractuelle. Là, évidemment, dans un contrat, on peut se trouver face à un contrat qui soit va carrément éliminer la responsabilité. C'est ce qu'on appelle les clauses de non-responsabilité. Ça veut dire qu'elle supprime la responsabilité du débiteur en cas d'inexécution du contrat, de son obligation. Ça peut arriver. Et vous avez des clauses ou des contrats qui sont limitatives de la responsabilité, qui vont mettre un point, ça veut dire qu'ils vont dire, bon, la responsabilité ne peut pas aller au-delà. Par exemple, dans le cas de la vente en l'état futur d'achèvement, les dommages et intérêts sont fixés par la loi, au détriment malheureusement du consommateur, au détriment les clauses donc de non-responsabilité, les clauses limitatives de responsabilité, et il y a ce qu'on appelle les clauses pénales. Alors les clauses pénales, ou la clause pénale, c'est une clause par laquelle les parties à un contrat conviennent d'une somme forfaitaire à verser en cas d'inexécution, de retard ou de faute dans l'exécution. Alors, l'avantage de la clause pénale, c'est d'éviter aux parties les difficultés inhérentes à l'évaluation judiciaire des dommages et intérêts. C'est-à-dire la clause pénale, en fait, dès le départ, on sait quel montant sera versé. C'est-à-dire que si le montant est élevé, c'est une manière de faire pression sur le débiteur et de l'obliger à respecter les engagements qui pèsent sur lui. Ces avantages-là expliquent pourquoi les gens ont recours ou font recours très souvent à la clause pénale. Voilà pour les effets des contrats à l'égard entre les parties. Qu'en est-il, et j'aurai terminé pour cette séance, qu'en est-il pour les effets des contrats à l'égard des tiers? L'article 228 du DOC nous dit « Les obligations n'engagent que ceux qui ont été partis à l'acte, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi. » Ça veut dire que les tiers, ici, sont externes, ne sont pas concernés par un contrat. Ça s'appelle l'effet relatif du contrat. Mais ce principe de l'effet relatif du contrat, comme toujours en droit, il souffre quelques exceptions. Alors, d'abord, le principe de l'effet relatif du contrat est le suivant. Les conventions entre les parties n'obligent pas les tiers à aucun niveau. C'est-à-dire ils sont externes, ils sont étrangers. Quelqu'un signe un contrat de travail, les autres ne sont pas concernés, pour parler clairement. Quelqu'un signe un contrat de bail, les tiers ne sont pas concernés. Donc les conventions entre les parties n'obligent pas les tiers, mais elles leur sont opposables. Quand même, je ne peux pas méconnaître l'existence d'un contrat de bail. Je ne peux pas méconnaître l'existence du contrat de travail ou de bail ou autre. Donc, ici, j'évoque rapidement la situation des ayants cause universels et à titre universel. Au sens, ces gens-là ne sont pas des tiers, au sens de l'article 228. C'est-à-dire les ayants cause universels ou à titre universel, ils sont liés par la force obligatoire du contrat. L'article 229 nous dit dans ce sens, les obligations ont un effet non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi leurs héritiers ou ayant cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de l'obligation ou de la loi. Donc les ayants cause sont concernés.
Reste la question des ayants cause à titre particulier. Alors, l'ayant cause à titre particulier, c'est celui qui reçoit de son auteur un droit déterminé. C'est quoi l'ayant cause à titre particulier? Par exemple, j'achète un immeuble. J'achète un immeuble. Monsieur X me vend un immeuble. Je suis ayant cause à titre particulier. Mais je ne peux pas méconnaître les contrats de location qui sont déjà conclus par le vendeur, parce qu'il me vend le local avec les contrats existants. J'achète une entreprise. Je suis obligé de reconnaître les contrats de travail existants, parce que le droit du travail protège les salariés. Ce n'est pas parce qu'on va changer de propriétaire que les contrats de travail vont être anéantis. Également pour les contrats d'assurance, il y a une continuité. Donc, si vous voulez, il est vrai que les ayants cause à titre particulier, ils sont tenus par les termes du contrat, mais il y a une philosophie du législateur dans ce sens-là, c'est pour assurer une certaine stabilité, si vous voulez, une sécurité juridique. Question pour ce qui concerne les créanciers chirographaires. Qu'est-ce que j'entends par les créanciers chirographaires? Ce sont les créanciers qui ne bénéficient pas d'avantages particuliers. Parce que dans les créanciers, une entreprise, elle a des créanciers. Vous avez les créanciers privilégiés qui disposent d'une garantie, hypothèque ou nantissement. Les créanciers chirographaires qui ne bénéficient, ça veut dire qu'ils ont une créance, mais n'ont pas de garantie précise. Alors, ceux-là, en principe, ils sont étrangers aux contrats conclus par leurs débiteurs. Mais il y a des circonstances où ils peuvent s'en prévaloir. Ça veut dire que quand un débiteur, moi je suis créancier, on va donner un exemple, je suis créancier d'une entreprise, d'une somme quelconque. L'entreprise procède à la vente d'un bien dont elle est propriétaire. En vertu du principe de l'effet relatif, je suis étranger au contrat de vente. Mais quand même, je suis concerné. Pourquoi je suis concerné? Parce que la vente qu'elle a effectuée, que l'entreprise a effectuée, va faire subir un appauvrissement sur le patrimoine de l'entreprise qui va m'être préjudiciable d'une certaine manière. Donc, si vous voulez, l'effet relatif du contrat, oui, on est étranger, si vous voulez, au contrat, le principe de l'effet relatif, mais il y a certains cas de figure où on peut s'en prévaloir. C'est pour cela que dans la pratique, si vous voulez, il y a certaines formes d'action qui sont nées, notamment l'action oblique, qui permet, si vous voulez, aux créanciers d'exercer les droits et actions que la Convention a fait naître au profit de leur débiteur si celui-ci les néglige. C'est l'action oblique. L'action polienne permet de se protéger contre l'appauvrissement volontaire du débiteur. Parce que si vous êtes la banque, vous avez prêté de l'argent à une entreprise qui, elle, procède à la vente ou des biens dont elle dispose. La banque, lorsqu'elle voudra exécuter sa créance, aura des difficultés. C'est pour cela que peut-être elle va penser à déclencher une action polienne pour se protéger contre l'appauvrissement volontaire. Donc, si vous voulez, le principe, comme je viens de le dire, ce principe-là de l'effet relatif du contrat, il n'est pas à 100% mis en œuvre. Il y a des exceptions, et en fin de compte, il y a une notion, c'est l'opposabilité des conventions. J'utilise le mot opposabilité comme le mot inopposabilité, c'est-à-dire que les tiers sont étrangères au contenu d'un accord. Par exemple, dans certains cas de figure, le propriétaire d'un fonds de commerce vend son fonds de commerce. Tant que la vente n'est pas inscrite au registre du commerce, cette vente n'est pas opposable au tiers. Comme également pour tout ce qui concerne le transfert de propriété en matière foncière. Quelqu'un vend un terrain, vend un immeuble, vend une villa, tant qu'il n'est pas inscrit au registre foncier, il n'est pas opposable au tiers. C'est le principe de l'inopposabilité, si vous voulez, des conventions. C'est-à-dire les conventions ne sont opposables, pour nombre d'entre elles, que dans la mesure, pour certaines, notamment le contrat de vente portant sur un fonds de commerce ou la vente d'immeubles, qu'à partir du moment où il y a une inscription et il y a une publication. Et publicité.
Alors, il y a quelques exceptions à cette notion de l'effet relatif du contrat. Je vous les donne en termes de définition. D'abord, la stipulation pour autrui. Dans la stipulation pour autrui, en réalité, la stipulation pour autrui se présente comme un mécanisme juridique à trois personnes. C'est un contrat par lequel une personne, le stipulant, convient avec une autre personne, le promettant, que celle-ci exécutera une prestation au profit d'un tiers qu'on appelle le bénéficiaire. On va le comprendre par un exemple. Ça veut dire que dans le droit des affaires, on la trouve souvent dans le cas de l'assurance décès, au profit d'un tiers. Par exemple, une personne, le stipulant, conclut un contrat avec une compagnie d'assurance, le promettant, au terme duquel, au décès de l'assuré, l'assureur versera à un tiers, qui est le bénéficiaire, une somme d'argent. Donc vous voyez qu'une troisième personne va bénéficier du fruit d'un contrat qu'il n'a pas conclu lui-même. C'est la stipulation pour autrui. Donc, ici, il y a un intérêt évidemment essentiel et très utile dans la pratique des affaires. Sur le plan des effets, évidemment, entre promettant et tiers bénéficiaire, celui-ci acquiert un droit direct contre le promettant. Entre stipulant et tiers bénéficiaire, la stipulation pour autrui permet de réaliser soit un acte à titre onéreux, soit un acte à titre gratuit, selon les termes de l'article 34, et sa validité est subordonnée à l'acceptation par les tiers de son contenu. Donc, si vous voulez, ça c'est un premier cas de figure. Il y a un deuxième cas de figure, ça veut dire des parties concluent un contrat, mais les effets sont supportés ou sont au bénéfice d'un tiers. C'est la promesse de porte-fort. La promesse de porte-fort. C'est une notion très pratique qui se présente comme une personne, le porte-fort, promet qu'un tiers s'obligera envers le bénéficiaire de la promesse ou qu'il ratifiera l'acte passé entre le porte-fort et le bénéficiaire. Ça veut dire, l'exemple le plus typique, c'est les co-indivisaires. 5 personnes sont propriétaires d'un terrain. 3 vendent par le biais d'un mandataire, un mandant qui va leur dire, bon voilà, je représente les 3. Mais je me porte fort que les 2 autres vont vendre. Donc ils s'engagent au nom de 2 autres co-indivisaires. Donc le porte-fort, c'est une technique juridique qui permet, dans le cadre de l'indivision par exemple, à un indivisaire de vendre seul un bien indivis en promettant que le co-indivisaire va ratifier, soit dans le cas où un mandat limite les termes du mandat en disant vous ne pourrez pas dépasser tel montant, et lui s'engage, se porte fort, en disant je m'engage, je dépasse mon pouvoir, mais je m'engage à faire ratifier par la personne que je représente. Ça veut dire que le tiers pour qui une personne s'est portée fort n'est pas lié. S'il refuse de s'engager, il ne doit rien, mais le porte-fort qui n'a pas exécuté son obligation sera tenu. Il sera donc, le cas échéant, sera tenu par les termes de sa promesse. Et si le contrat est ratifié, le porte-fort est libéré et le contrat est censé avoir été conclu directement par lui dès l'origine. Et là, je vous renvoie vers l'article 37. Alors, vous constatez, en fait, qu'est-ce que vous allez retenir de ce qu'on vient de dire? Tout simplement que le contrat, c'est un socle très fort qui bénéficie de 2 principes essentiels. Le principe de la force obligatoire du contrat et le principe de l'effet relatif du contrat. Et qui donne lieu, si vous voulez, à des solutions d'ordre légal comme d'ordre contractuel pour assurer justement le respect des engagements contractuels. Voilà ce qu'on peut dire et dans le cadre de ce titre 1, dans le cadre des engagements formés par contrat. Et comme je l'avais énoncé lors de notre première rencontre, je vous avais dit qu'en fait l'objet du titre 2 sera l'étude des engagements formés sans contrat. Parce qu'il arrive parfois qu'on se retrouve obligé, on n'a pas signé de contrat, mais on a une obligation de remboursement ou de paiement ou autre. Dans quel cadre? Sous quelle forme? C'est l'objet du titre 2 que je viens d'énoncer
les engagements formés sans contrat. On les verra donc lors de notre prochaine rencontre la semaine prochaine. Merci.